Alors, j'ai prononcé le mot de territorialisation ou de reterritorialisation, qui est un peu ce mouvement permanent qui se trouve aussi dans Clio, avec ce qu'il appelle les nœuds, les ventres de l'histoire, du temps historique, qui n'est pas toujours aussi plein, qui à certains moments au contraire connaît des vides, et puis qui à d'autres moments donne un sens à tout ce qui s'était passé et à la transformation qui vient de s'accomplir. Il y a quelque chose qui est une déterritorialisation, puis la reterritorialisation sur quelque chose. On pourrait dire que c'est le sentiment chevaleresque, les rapports de vassalité et de liberté qui se jouent dans le mariage de Figaro, qui vont se projeter en avant, se déterritorialiser pour ensuite se reterritorialiser dans la mer coupable sous la forme d'une idéologie démocratique qui va créer de nouvelles formes d'hypocrisie, qui vont connaître d'autres mouvements de déterritorialisation et de reterritorialisation jusque dans l'apparition moderne, qui est un petit peu l'appartenance finale que dénonce essentiellement Péguy et qui fait l'objet aussi d'une diatribe extrêmement violente dans Clio, de cette dissolution, de cette disparition de tous ces liens anciens, de toutes ces valeurs qui, à l'heure actuelle, vont finir par paraître archaïques, qui font que le monde, à un certain moment, va changer en quelques décennies, beaucoup plus qu'il n'a changé depuis la naissance du Christ, grâce à l'argent, à cette dévalorisation générale, à cette concentration de tout autour de la concurrence, de l'argent, de la bourgeoisie, etc., qui va lui apparaître comme étant ce qu'il a nommé explicitement dans ce texte le crime absolu de l'histoire. Donc c'est là qu'il rejoint, sans être marxiste et même en étant très opposé à toute la tendance marxiste du socialisme au début du XXe siècle, il va rejoindre les aperçus, je vous dis, de Marx, soit dans le 18 Bruckner, soit dans le manifeste communiste. La reterritorialisation, je termine là-dessus, écrit Deleuze et Guattari, la reterritorialisation philosophique a donc aussi une forme présente. Peut-on dire que la philosophie se reterritorialise sur l'état démocratique moderne et les droits de l'homme, mais parce qu'il n'y a pas d'état démocratique universel, ces mouvements impliquent la particularité d'un État, d'un droit, ou l'esprit d'un peuple capable d'exprimer les droits de l'homme dans son État et de dessiner la moderne société des frères. En effet, ce n'est pas seulement le philosophe qui a une nation en tant qu'homme, c'est la philosophie qui se reterritorialise sur l'état national et l'esprit du peuple, le plus souvent ceux du philosophe, mais pas toujours. Ainsi, Nietzsche a fondé la géophilosophie en cherchant à déterminer les caractères nationaux de la philosophie française, anglaise, allemande. Mais pourquoi 3 pays seulement furent-ils collectivement capables de produire de la philosophie dans le monde capitaliste? Pourquoi pas l'Espagne? Pourquoi pas l'Italie? L'Italie notamment présentait un ensemble de cités déterritorialisées et une puissance maritime capable de renouveler les conditions d'un miracle et marqua le commencement d'une philosophie inégalable mais qui avorta et dont l'héritage passa plutôt en Allemagne avec Leibniz et Schelling. Peut-être l'Espagne était-elle trop soumise à l'Église. Et
l'Italie trop proche poussa un siège. Ce qui sauva spirituellement l'Angleterre et l'Allemagne, ce fut peut-être la rupture avec le catholicisme et la France, le gallicisme. L'Italie et l'Espagne manquaient d'un milieu pour la philosophie, si bien que leurs penseurs restaient des comètes et qu'elles étaient prêtes à brûler leurs comètes. L'Italie et l'Espagne furent les deux pays occidentaux capables de développer puissamment le conceptisme, c'est-à-dire ce compromis catholique du concept et de la figure, qui avait une grande valeur esthétique, mais déguisait la philosophie, la détourner sur une rhétorique et empêcher une pleine possession du concept. La forme présente s'énonce ainsi: nous avons des concepts, tandis que les Grecs ne les avaient pas encore et les contemplaient de loin. Ou les présenter, en découle la différence entre la réminiscence platonicienne et l'unité cartésienne ou l'a priori kantienne. Mais la possession du concept ne semble pas, je dis parce que le passage est intéressant, pas coïncider avec la révolution, l'état démocratique et les droits de l'homme. S'il est vrai qu'en Amérique, l'entreprise philosophique du pragmatisme, si méconnue en France, est en continuité avec la révolution démocratique et la nouvelle société des frères, cette société des frères qui est celle qui ont Deleuze dans un passage de critique clinique parle autour de Thoreau, de Melville, d'Emerson, je ne sais plus qui d'ailleurs encore. Il en est de même pour l'âge d'or de la philosophie française du XVIIe siècle, ni pour l'Angleterre au XVIIIe, ni pour l'Allemagne au XIXe. Mais c'est seulement dire que l'histoire des hommes et l'histoire de la philosophie n'ont pas le même rythme. Et la philosophie française se réclame déjà d'une république des esprits et d'une capitale de pensée comme de la chose la mieux partagée, qui finira par s'exprimer dans un cogito révolutionnaire. L'Angleterre ne cessera de réfléchir sur son expérience révolutionnaire et sera la première à demander pourquoi les révolutions tournent si mal dans les faits quand elles promettent tant en esprit. L'Angleterre, l'Amérique et la France vivent comme les droitaires des droits de l'homme. Quant à l'Allemagne, elle ne cessera pas de son côté de réfléchir sur la Révolution française comme ce qu'elle ne peut pas faire. Elle manque de villes suffisamment déterritorialisées. Elle souffre du poids d'un arrière-pays, le Land, c'est-à-dire ces découpages les Länder existent encore en Allemagne, puisqu'ils forment des pays, des régions. On appellerait en France plutôt des régions séparées, relativement autonomes, sinon indépendantes. Mais ce qu'elle ne peut pas faire, elle se donne pour tâche de le penser. Chaque fois, c'est conformément à l'esprit d'un peuple et à sa conception du droit que la philosophie trouve à se reterritorialiser dans le monde moderne. L'histoire de la philosophie est donc marquée par des caractères nationaux, ou plutôt nationalitaires, qui sont comme des opinions philosophiques. Et ces pays, effectivement, cette territorialisation, c'est autour de la notion de peuple. Ceci s'oppose au socialisme de Jaurès, ou tout au moins l'attitude de Jaurès en tant que socialiste et en tant que parti de gouvernement et parti se reliant au parti radical, c'est parce que, et en même temps qu'à sa politique anticléricale, c'est parce qu'il énonce son propre programme au nom d'un peuple, de la mémoire du peuple et de la permanence de ce peuple. Il a toujours revendiqué d'ailleurs ses sources et ses origines populaires à lui-même, à la fois prolétarienne et paysanne, et il trouve justement dans
le passé pré-révolutionnaire, dans ces valeurs qui sont portées, organisées autour de cette ritournelle de Malbrousse en va-t-en en guerre et de la chanson de Sheridan, quelque chose qui va faire ressurgir dans notre mémoire des sentiments, des valeurs, des liens, une sensibilité qui appartient très profondément au peuple et qui définitivement s'est évanouie, s'est perdue dans la vulgate révolutionnaire des droits de l'homme, dans la vulgate révolutionnaire de la démocratie, de la concurrence universelle, de la priorité de l'argent, qui est le règne contemporain de la bourgeoisie. C'était au nom de l'opposition de ce peuple qui est à la fois profondément ancré dans le passé et en même temps qui se profile dans un avenir encore indéterminé, que la pensée de Péguy s'insère ici très profondément dans ce mouvement de déterritorialisation et de reterritorialisation dont parle Deleuze et Guattari dans ce texte de « Qu'est-ce que la philosophie ?» Je ne dis pas que c'est la chose toujours très claire. Il y a des liaisons qui sont plutôt des mises en contact extrêmement abruptes, mais je pense que cela peut aider à réorganiser notre vision trop simpliste et à permettre de repenser un certain nombre de catégories. Bon, je m'arrête ici pour ne pas être trop long et vous laisse la parole aux interventions. Y compris s'il y a des interventions ponctuelles, et surtout peut-être même cela, sur des confusions, sur des choses qui n'ont pas été énoncées d'une façon très claire dans ce que j'ai dit, c'est certain. Une question, je n'ai pas bien compris. À un moment donné, vous évoquez la question du vieillissement. Le vieillissement. À un moment donné, vous évoquez la question du vieillissement. Je n'ai pas bien compris. Le vieillissement, c'est ce qui est au cœur, on pourrait dire, de la pensée. C'est ce qui est au cœur. C'est ce qui introduit à la pensée, à la réflexion historique de Péguy, et en même temps qui est au cœur de cet approfondissement de l'histoire. Le vieillissement est le mouvement même de l'insertion de la vie dans l'histoire. C'est au moment où il y a une prise de conscience du vieillissement, c'est-à-dire du passage. Le vieillissement, c'est le passage dans quelque chose d'autre. Le vieillissement, si vous voulez, je reprendrai comme exemple ce que je vous disais tout à l'heure sur la compréhension du page du XVIIIe siècle et le passage à l'ado contemporain. Bon, à l'heure actuelle, on s'exprime en ado, et le terme de page est complètement disparu, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Le fait que nous sommes dans une incompréhension de sensibilité et dans une perte de sensibilité relativement à cette expression, c'est ce qui montre le vieillissement, c'est-à-dire le passage dans quelque chose d'autre. Pour l'exprimer peut-être d'une façon plus claire, je voudrais retrouver qu'est-ce que la philosophie choisit a choisi dans Péguy comme expression de ce vieillissement.
vieillissement, mais je n'arrivais pas, je ne l'ai pas souligné, de sorte que je n'arrivais pas à le saisir. C'est précisément au moment où il y a une sorte de continuité apparente, mais en même temps de travail, de travail interne, de changement. Où est-ce que cela se corrective? C'est quand même... Si vous me laissez une seconde... Il faudrait que je reprenne. Ce passage, c'est autour. C'est ça. Il y a un problème. Il faudrait que je relise cela. C'est dans un grand livre de philosophie que Péguy explique qu'il y a deux manières de considérer l'événement. L'une qui consiste à passer le long de l'événement et à en recueillir l'effectuation dans l'histoire, le conditionnement et le pourrissement dans l'histoire, mais l'autre à remonter l'événement, à s'installer en lui comme dans un devenir, à rajeunir et à vieillir en lui tout à la fois, à passer par toutes ses composantes et singularités. Il se peut que rien ne change ou ne semble changer dans l'histoire, mais tout change dans l'événement. Et nous changeons dans l'événement. Et c'est Péguy qui le cite là. Alors, non, il va citer Péguy. Il n'y a rien eu. Et un problème dont on ne voyait pas la fin, un problème sans issue, tout d'un coup n'existe plus. Et on se demande de quoi on parlait. C'est un peu ça. On se demande de quoi on parlait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un déplacement qui est dû non pas à des changements directement perceptibles en soi-même, mais à ceux qui, justement, est ce qu'on pourrait appeler l'emprise du temps ou l'emprise de l'histoire. Il s'est passé dans d'autres problèmes, il est passé dans d'autres problèmes, il n'y a rien eu, et on est dans un nouveau peuple, dans un nouveau monde, dans un nouvel homme. Qui se trouve ici dans Péguy, dans Clio. Je ne sais pas quelle est la citation. Si c'est ça, c'est pas la même édition. Ceci, c'est peut-être cela. C'est ça, nous vieillissons. C'est ça, c'est ça. Et on ne sait plus de quoi on parle. Alors, c'est l'histoire qui parle. C'est très évident pour un peuple, dit-elle. Il y a des temps, il y a des plaines, c'est-à-dire où il appelle aussi des ventres et des nus, et où il ne se passe rien. Et soudain, monte un point de crise, des questions qui étaient ingrates, où l'on travaillait sans résultat. C'est à la page, dans l'édition Gallimard, 265 de Clio.